Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être ici. Nous vous retrouvons pour cet entretien du début d'année 2018. On va commencer comme à l'accoutumée avec les initiatives éventuelles du Cercle Aristote en ce début. Alors, nous sommes toujours sous l'empire du numéro de revue consacré à la virilité qui fonctionne très bien. Et là, nous préparons celui sur l'Algérie, parce que le sujet va devenir, à mon avis, de plus en plus présent et voire même empoisonnant. Nous allons sortir 4 ouvrages à la suite. Le prochain, Norman Palma, Dialogue sur la justice. Le dernier que nous avions sorti, c'était La nouvelle histoire alternative de la philosophie de Constanzo Preve. Nous allons également sortir un ouvrage sur la sécurité énergétique face à l'écologie, d'Alex Montjoie, qui avait déjà écrit un ouvrage sur le traité transatlantique chez nos amis des éditions à Maltais, chez Serge Gadal. Nous allons sortir l'ouvrage Testament de Philippe Jumel et coécrit avec notre ami Morad El-Attab. Et nous allons surtout sortir là, dès le mois de février cet inédit d'Ortega y Gasset autour de Galilée, traduit par le philosophe hispanisant Luc Roche. Et ça, nous en reparlerons dans le prochain entretien. Les cercles de province, là j'ai à la fois de très bonnes et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le très bonne, c'est le cercle de Lyon tourne très bien, donc gloire à nos camarades du cercle Jean Bodin de Lyon. Le cercle Res Communa organise le 9 février sa première rencontre donc vers Saint-Quentin en Yvelines. Donc vous pouvez me contacter ou essayer de les contacter directement par Facebook ou essayer de me contacter. Leur premier invité sera Norman Palma. Nos amis de Grenoble vont recevoir, a priori, vont faire une conférence sur l'ingénierie sociale, toujours au mois de février pour leur lancement. Quant à moi, vous me retrouverez bientôt à la première conférence, certainement en mars, du cercle d'Artagnan, qui est le cercle de Lille. Et vous me retrouverez certainement à Montpellier bientôt, à Perpignan bientôt, et à Lyon en fin d'année 2018. La mauvaise nouvelle, c'est pour nos amis du cercle de Toulouse. Ceux-ci ont été piégés à la fois par la bêtise d'un militant d'extrême droite abruti qui a fait foirer une de leurs maraudes parce qu'il voulait aider les sans-abri. Lui, il a voulu colorer ça de racisme. Devant quoi ? Devant un journaliste de la presse locale. Et évidemment, la Dépêche du Midi, Toulouse Actu, etc. ont frappé sur nos camarades qui sont innocents. Je prends ici publiquement leur défense. Je tiens à dire très gentiment à tous les journalistes de la presse locale toulousaine que la meilleure partie d'eux-mêmes a terminé en flaque marron sur le sol au bas de la salle d'accouchement et que j'en suis bien désolé et que je les emmerde profondément. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, je souhaite bien du courage à mes camarades et malheureusement cette affaire doit vous éduquer tous sur voilà où conduisent les sujets identitaires quand ils ne sont pas maîtrisés, c'est-à-dire à se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, donc je prends ici publiquement la défense de mes camarades. J'espère que leur initiative va perdurer, peut-être sous d'autres formes, mais voilà, il est évident qu'à titre personnel, je ne donne jamais crédit à quelconque type de racisme que ce soit qui me révulse profondément, mais je connais mes camarades, ils en sont totalement innocents, et je pense que certains journalistes qui n'auraient pas dû se trouver là, premièrement, parce qu'ils ne comprennent pas le combat patriote, parce qu'ils ne comprennent pas le combat social d'un point de vue général, parce que tout le monde sait qui les possède et pour qui ils bossent, je pense que ces gens-là n'auraient pas dû être là, et ils ont entendu ce qu'ils ont voulu entendre. Voilà. Donc je salue mes camarades et j'espère qu'ils s'en remettront facilement. Nos amis de Bordeaux, a priori, ont prévu un grand événement autour de mai 68 cette année. Et je pense que j'ai fait un peu le tour.
Et quant à nous, le cercle Aristote, ça fonctionne comme ça n'a jamais fonctionné. On a déjà des conférences quasiment pleines jusqu'en mars. Les conférences là se portent comme des charmes. Les maisons d'édition, j'en ai fait un point. Donc voilà, n'hésitez pas à soit vous abonner à la revue donc sur cerclearistote.com, n'hésitez pas à nous soutenir par des dons toujours via cerclearistote.com ou par notre page Tipeee, c'est ça se dit comme ça, pour pas avoir l'air trop ridicule, même si là je suis un peu dépassé d'un point de vue technologique, je l'entends bien. Et voilà, la promo de 2018 commence là en toute fin du mois. Elle est assez fournie. Là, je suis très content en termes de nombre et de profils. Donc ceux qui voulaient y participer, ce sera pour l'année prochaine. Et pour le reste, n'oubliez pas tous ceux qui ont des profils capacitaires, historiens, techniciens, etc. Nous avons besoin de vous. Nous sommes en recrutement permanent. Là-dessus, vous pouvez nous contacter à cerclearistote@gmail.com. Voilà, ainsi que pour les cercles de province, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou pour essayer de voir si un cercle pourrait ouvrir dans votre région. Voilà. Très bien, écoutez, on enchaîne avec la politique intérieure. On va commencer par faire un point avec le dossier Notre-Dame-des-Landes, dont on a beaucoup parlé récemment. On vous demande quel est votre avis sur le dénouement de cette affaire. Alors, pour moi, c'est très simple. On va prendre les choses par étapes. Qu'est-ce qu'était le projet Notre-Dame-des-Landes ? Le projet Notre-Dame-des-Landes a été monté par les conseillers, entre autres, de M. Hérault, homme dont j'avais dit à l'époque qu'il était en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, et je le maintiens, qui voulait être le pharaon de l'euro-région. Il est professeur d'allemand à la base. De l'euro-région, qui devait culminer par donc un aéroport à sa gloire, et évidemment qui a ravi le groupe Vinci, les bons comptes et les bons amis. Cela aurait capitalisé le pouvoir de toute cette zone au nord de la Loire, donc aurait asséché des territoires comme la Vendée, d'où l'opposition de Philippe de Villiers, par exemple. Et pour être tout à fait clair, à un moment, il faut choisir. Soit on fait un développement par aéroport, soit on fait un développement par TGV. Mais là, on met du TGV partout. Bientôt, on aura raccordé Brest en TGV, etc. Bon. Or, les aéroports sont déjà de province, j'entends. Paris, on est en dehors de la capacité. Paris, Charles de Gaulle et Roissy sont écrasés en termes capacitaires, parce que c'est un des aéroports les plus lourds au monde, Charles de Gaulle. Par contre, nos aéroports de province sont déjà sous-exploités. Vous voulez en rajouter un ? C'était peut-être pas ça le but. Je dis ça, je dis rien, je n'insinue rien. Je dis juste que j'aurais aimé que pendant les dizaines d'années que cette affaire nous a empoisonnés, qu'un dossier complet soit donné à l'opinion. Ça n'a a priori pas été le cas. Donc, on a fait miroiter, par exemple, à des gens dont on a acheté le vote lors d'un référendum local, on a fait miroiter des emplois qui n'y auraient certainement pas été, et on a, à mon avis, sous-évalué les coûts environnementaux. Donc, au risque de faire hurler, j'étais du côté des zadistes. Je le dis franchement. Ensuite, il fallait que les zadistes soient évincés avant que l'État, dans sa majesté, décide de renoncer à un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour de toute façon. Je remarque par exemple que les clauses assurantielles de l'entreprise Vinci sont totalement hors de propos. Si vous voulez, on va devoir régler des centaines de millions d'euros à Vinci. Qu'une entreprise soit dédommagée pour des frais qu'elle a engagés, tout à fait normal. Qu'une entreprise soit dédommagée sur un dossier qui a duré 30 ans pour des bénéfices escomptés, titre personnel, je pense que le parquet financier devrait être saisi de cette affaire pour vérifier que tout est bien d'équerre. Parce que nul ne doit pouvoir avoir de doute sur la parole de l'État. Qu'on ait des doutes sur la parole de M. Hérault,
que Monsieur Hérault est déjà une parole et que derrière cette parole il y ait une pensée, nous sommes déjà dans un abîme d'hypothèses invérifiables. Donc, l'État là a fait une erreur, c'est de ne pas évacuer les zadistes. Maintenant ils doivent partir. Ils n'ont pas à prendre racine sur des terres qui appartiennent à tous. Et 2, il n'est pas dit qu'ils aient la légitimité de se sentir forts pour faire échouer d'autres projets qui, eux, seraient justifiés. Justement, c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est pas susceptible de faire des émules? Ah mais ça prouve au passage que Macaron est un chapon. C'est un petit poulet à qui on les a coupés. Mais ça, nous étions au courant. Donc voilà. Il faut les évacuer. Là, ils ont eu gain de cause, et on peut mettre leur gain au bénéfice de la collectivité. Ce ne sera pas toujours le cas. Alors, on dirait qu'il y aura la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes et qu'il y aura un grand... Eh bien alors, la prochaine fois, il faudra aller faire virer par les flics. Point barre. Point barre. La seule chose, c'est que l'État doit aussi, dans sa majesté, pour ne pas mettre sa propre parole en doute et mettre sa majesté en danger, doit voir les grands plans d'infrastructure de manière très précautionneuse. Particulièrement quand ils abîment de manière définitive la terre de France. Un aéroport, c'est pas un lotissement. 2 coups de bulldozer n'effaceront pas ça. Au passage, je rebondis sur un point. Notre politique d'artificialisation des sols est folle. Je crois qu'on liquide par minute l'équivalent d'un terrain de football en France. Alors qu'on a l'une des terres les plus généreuses du monde. Je pense qu'un moratoire dans certaines régions et une reprise en main de sols déjà artificialisés sera nécessaire. Il y a d'ailleurs de grands spécialistes en ça qui sont par exemple les époux bourguignons. Je crois que, je ne me rappelle plus leur prénom et qu'on m'en excuse, qui font un excellent travail là-dessus sur la reprise des sols. Voilà. On enchaîne avec le second sujet, la réforme du bac. Qu'est-ce que vous en pensez? Suppression des filières ou pas? Il y a beaucoup de sujets, contrôle continu, comment ça doit s'organiser, puis le niveau général. De toute façon, on a déjà tellement liquidé le niveau que c'est dans la droite ligne de ce qu'on a fait. Le bac est quand même le seul examen. Je vous rappelle que c'est le premier examen universitaire de la vie d'un être humain. À quelques exceptions près, on peut entrer à l'université sans le bac par certains types de filières. Bon. Mais pour la majorité des gens, le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Or, on a fait la chose suivante. Premièrement, on avait annoncé les résultats à l'avance, c'est le fameux 80% au bac. Or, si on remet un vrai coefficient de difficulté, on va liquider des gens qui n'ont pas été préparés. Et donc, c'est là où je reviens en termes de méthodologie. Une réforme de l'éducation, ça va de la formation des instituteurs jusqu'à l'université par une série de textes qui forment un ensemble unique. C'est un nouveau système d'éducation qu'il faut penser. Mais comme on est dans une société libérale, c'est-à-dire une société qui s'interdit un certain nombre de transmissions de valeurs, enfin de vertus, pardon, justement, elle transmet des valeurs, donc elle transmet rien en fait, donc elle transmet ce qui fluctue. Une valeur, ça fluctue par nature. Et comme on ne veut pas transmettre des vertus, nous n'avons pas l'idée nous n'avons pas l'idée de l'homme que nous voulons voir former ou aider à former par notre système éducatif. Donc, on laisse le niveau tomber, et résultat, les fils de l'élite sont pris par les classes prépa, et les classes prépa leur ouvrent les voies de la reproduction élitaire, ce qui fait que ce qui sort des grandes écoles est de plus en plus dégénéré. Et la première année de faculté fait office de couperet de guillotine pour au moins 60% des autres, qui ensuite vont être dépités, écœurés, parce qu'on leur a menti. On leur a pas menti, on dit on leur ment sur leur niveau. C'est pas vrai, on leur ment pas sur leur niveau. On leur ment sur ce qui va être attendu d'eux par rapport à ce à quoi on les a préparés.
Leur niveau, on ne les a pas aidés à le construire, ce niveau. Parce qu'on se dit, ils sont trop cons. Ils regardent Hanouna, donc ils peuvent pas comprendre Victor Hugo. Or, le gros problème, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le goût de Victor Hugo, ils ont eu aussi celui d'Hanouna. Et c'est là où on entre dans le fait capitalistique. C'est qu'une vraie transmission des vertus et des savoirs est-elle compatible avec un système qui doit maintenir une marchandisation de tout, savoir compris. Quand vous avez une culture classique, il y a des gens que vous ne pouvez pas voir en peinture. Mais ça va de Hanouna à Christophe Barbier. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a deux doigts de la fake news. Hein ? D'accord ? Bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Or, heureusement que le niveau a été liquidé. Vous vous rendez compte, tous ces gens qui n'auraient pas de boulot ? Si les gens n'avaient pas été abrutis ? Vous vous rendez compte ? Que ferait Thierry Ardisson ? D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça s'écrit vraiment avec un C sans cédille ? Mais, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Que ferait Ardisson ? Je vous rappelle qu'Ardisson, c'est pas seulement la nullité du présentateur, c'est avant tout la nullité du producteur qui vend des émissions décérébrantes. Ce qui est le cas également de Monsieur Ruquier, ce qui était le cas du regretté ou non Jean-Luc Delarue. Regretté par certains, regrettable pour d'autres, c'est un vaste débat. Or, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne referez de la transmission que si vous arrivez à penser l'homme et la société. L'école est à la fois la source, mais surtout le réceptacle des problèmes de la société. D'où une laïcité exigeante. La laïcité, ce n'est pas seulement vis-à-vis des curés, des imams et des rabbins. C'est que l'élu du coin, le grand industriel local doit être mis en dehors de l'école. L'école est le temple de la République. Alors certains diront, temple, on a bien compris. C'est Péguy qui parle du temple de la République. Et au passage, il n'y a pas que des temples chez les francs-maçons, il y en a aussi chez les protestants. Mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qu'on sauvera plus. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Or, ça va dans le sens. Pourquoi ? Ça va permettre de liquider l'enseignement de la philosophie. Ça va permettre de faire une sorte de lycée à la carte avec des options pour préparer une fac à la carte. Donc ça va permettre de liquider la notion de tronc commun. Ça va permettre de liquider les enseignements gênants. L'économie en classe ES. La philo. La critique de texte en littérature. Et puis c'est bien. Après, il ne restera plus qu'à relever le niveau en mathématiques, ce que veut faire M. Blanquer. Et résultat, on va faire des gens adaptables, mixables, modulables, donc philosophiquement quel est le monde où tout est mixable et modulable ? Le monde de la technique. Donc des techniciens. Justement, j'ai entendu des exécutants. Laurent Alexandre récemment dans une interview dire qu'il faudrait que ce soit les polytechniciens qui soient profs en maternelle en fait. C'est-à-dire plutôt que de prendre l'élite technicienne du pays pour former les gens maternels. C'est très simple. Très bien payé. Non mais attendez. Le salaire des profs et des instits est aujourd'hui une catastrophe. Nous allons prendre un exemple, là pour le coup technique. La garde d'un enfant est l'équivalent de 8,50 € horaire. En tout cas, moi, c'était ce que j'avais pour la crèche de mon bébé. Et donc, il faut savoir qu'en crèche, vous avez à peu près une accompagnatrice pour 2 ou 5 enfants maximum. Là, vous avez une personne seule par heure devant 30 gamins. Faites le décompte. Les profs sont payés moins que les nounous. Eh oui. Faites le décompte. Combien ça fait d'argent à 8,50 € de l'heure pour faire garder 30 gamins ? Voyez le salaire de l'enseignant. Vrai ou faux ? Faites le calcul vous-même. Or... C'est pas une question de qualification des professeurs qui sont pas assez... c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que une société où les meilleurs ne vont pas vers la transmission est une société qui va mourir. Point. Le seul problème, c'est que quel rôle social on a laissé aux enseignants ? Aujourd'hui, ils doivent se faire enguirlander par les inspecteurs d'académie, enguirlander par le chef d'établissement, et engueuler, voire menacés par les parents, de plus en plus engueulés ou menacés par des petites frappes de 14 ans. Moi j'ai été prof,
Et j'ai bien vu que si moi j'avais la paix, c'est pour une raison, c'est que je faisais 1m80. Parce que ça commence tout petit la petite racaille, hein. Et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Comprenez ce que je veux vous dire. Et ça, il faut rendre à la fois... Même les profs ne demandent pas nécessairement à être plus payés, ils demandent à être considérés. Et ils demandent à la fois la liberté des méthodes, le droit au travail, et d'avoir le droit d'avoir de l'ambition pour leurs élèves. Aujourd'hui, dans certains coins de France, de province ou de banlieue, vous faites étudier les mêmes textes qu'à Henri IV, vous êtes sanctionné disciplinairement. Il y a eu plusieurs cas récents qui ont été relayés par cette jeune femme très brillante qui s'occupe des questions d'éducation au MRC, chez Chevènement. Comment elle s'appelle ? Fatia Boujalat. Boujalat. Ouais. J'espère ne pas l'écorcher, le cas échéant, sinon on ne met plus plat des excuses. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Attention, c'est pas des sanctions sévères pour non plus, mais il est anormal. Avant l'école de la République, l'école des Hussards Noirs, vous aviez un enseignement de même qualité, et c'est pour ça que la haute bourgeoisie a voulu le liquider, parce que ça faisait de la concurrence pour ses rejetons. Et oui, le vrai problème est là. Alors après, on accusera le plan Langevin-Vallon parce que ça avait été fait par des communistes, ce que toute la droite et l'extrême droite fait, mais je rappelle que le PC était élitiste d'un point de vue éducatif. Élitiste. C'était les seuls à faire de la formation. Y compris, alors je mets de côté les gauchistes crasseux de la LCR, mais c'était le cas des lambertistes également, qui étaient pour la destruction de l'enseignement. D'où viennent ceux qu'on appelle les pédagogistes ? Mérieux, il vient d'où ? Les JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Chrétiens de gauche, one again. Parce qu'il y a pas un problème des enseignants qui sont généralement à l'avant-garde de toutes les méthodes pédagogistes, l'allègement des enfants. Ce n'est plus aussi vrai que ça l'a été. Là, je veux pas défendre les profs à tout prix, mais c'est plus aussi vrai. Ils se prennent les seaux de merde sur la gueule. Non mais, c'est terminé l'époque bénie du prof qui, quand les étudiants lui jetaient leurs étrons, photographiés, parce que c'était si tu veux, le spontanéisme de la jeunesse. Ouais. C'est fini, ça. Après, t'en trouveras toujours des pièces de musée. Mais bon. Non, moi, j'ai eu la dernière génération des Hussards Noirs. Au fin fond de mes écoles, de mes écoles qui ont d'ailleurs toutes fermé maintenant, chez moi, au fin fond de la campagne. Moi, je peux t'assurer qu'on n'était pas dans le pédagogisme. Bon, quand Monique Lebec faisait tourner son jeu de clés, je peux t'assurer que tout le monde était fissa d'équerre. Non, on n'était pas du tout... Mais comme Hannah Arendt le disait bien, l'éducation est conservatrice par nature. Par nature. Voilà, c'est tout. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est pas pour rien que la haute bourgeoisie va pouvoir fêter bruyamment mai 68 au nom d'un autre grand éducateur, hein, monsieur Dany Le Rouge, hein, spécialiste en éducation sous-braguettiste. Pardonnez-moi, le néologisme, il n'est pas très beau. Alors, on va faire un petit point, une sorte de petite revue de presse souverainiste. Est-ce que vous pouvez faire un rapide état des lieux? Alors, premièrement, je le dis, la guéguerre entre les patriotes et l'UPR, arrêtez de m'emmerder. Que pensez-vous de l'UPR Non mais... Comme la question revient tous les mois. Non mais, si vous voulez... Moi, j'ai dit que tous les hommes qui étaient dans cette guerre étaient mes frères d'armes, donc maintenant, si vous pouvez pas vous blairer, vous porterez la responsabilité de la défaite. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a eu des législatives partielles. Les législatives partielles nous sont toujours défavorables. Une dans un territoire où le vote national est fort, qui est le territoire de Belfort. Le Front National a fait environ 7. Je mets toujours le Front National parce que sa base, à mon avis, reste souverainiste, quoi qu'on pense de ses cadres. Les Patriotes ont fait 2, l'UPR 2, et le Patriote ont fait à peu près presque 3, ce qui pour un parti qui a 4 mois n'est pas ridicule, surtout quand votre principal concurrent a fait 7, et Dupont-Aignan près de 4. Donc on est à
on est à 16%, et je n'inclus pas la France Insoumise qui a fait près de 12%. Donc, ça veut dire quoi ? Si en plus on met la France Insoumise dedans, plus une petite partie de l'UMP qui d'ailleurs gagne contre LERM, c'est-à-dire encore un député en moins pour Jupiteux. Et c'est drôle, hein, on nous avait dit qu'En Marche était implanté localement. Étonnant, non ? Ça veut dire que le bloc de base de 30 à 35% est toujours là. Et qu'il restera là, et qu'il ne va que croître et embellir, parce que nous représentons la France périphérique qui fait des enfants, et dont les conditions sociales seront détruites de plus en plus. Les gagnants, puisque en plus les gagnants, ils nous font le plaisir de se barrer, déjà et d'une, et de deux, ils sont de moins en moins nombreux. La seule chose, c'est que là, l'arrogance de nos chefs commence réellement à être lourde. Je le dis franchement. Mais voilà, moi je ne prendrai pas parti là-dedans. Je le dis franchement. Je remarque juste que, pour le coup, la souveraineté nationale revient à gauche, très clairement. C'est déjà un très bon point. Au passage, nos amis de Rupture, soutenez Rupture. Le seul véritable journal de critique européenne, soutenait Pierre Lévy et ses courageuses équipes, organise le 9 février, là à Paris. Donc on ne se fait pas concurrence, nous on sera à Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'école normale supérieure, un grand colloque sur la souveraineté. Allez-y, il n'y a que du bon, il y a ça pire, donc c'est du bon. Et voilà. La souveraineté revient à gauche. Il serait peut-être temps que certaines personnes, avant de passer de 17 à 7, puis après à 3, se réveillent sur leur ligne. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Et puis voilà, la seule chose, c'est que nous avons 1 an et demi pour préparer les européennes, moins d'1 an et demi, il serait peut-être temps de se sortir les doigts d'où tout le monde les a. Voilà. Il est élu, il commence déjà à se vautrer. Je pense que, voilà, quand vous voyez que l'Élysée fait un communiqué, parce que ça y est, il est repassé au-dessus de la barre des 50% d'opinion favorable. Moi, je sais pas, le Kremlin ne fait pas un communiqué à chaque fois que Poutine passe sous la barre des 80. Alors, on passe à un autre sujet. Que pensez-vous de la polémique des vaccins qui dure depuis quelques temps ? Alors, la polémique des vaccins, moi, je n'ai pas de compétences scientifiques particulières. Je suis un papa qui se pose de grosses questions. Ce que je refuse 2 choses. 1. J'ai toujours pensé que les laboratoires pharmaceutiques devaient avoir un contrôle étatique strict, ce qu'ils n'ont pas. Car sinon, vous pouvez aller... L'industrie pharmaceutique peut, par ses prétentions, par ses contraintes capitalistiques, peut mettre en danger des milliers de vies. Je vous rappelez ce qui s'est passé lors du scandale Vioxx ? Il y a eu des centaines de morts. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas testé le médicament correctement. Je signale que certaines données de recherche fondamentale sont sous-exploitées par manque de moyens sur des maladies comme Alzheimer ou Parkinson qui vont faire des Rwanda gériatriques, alors que et je ne mets pas du tout en cause, bien évidemment, la recherche sur le sida. La recherche sur le sida est très importante. Le problème, c'est que comme on parle infiniment plus du sida que de l'Alzheimer, or l'Alzheimer, le rapport est de 1 à 10 en termes de nombre de malades, voire plus. Et la recherche ne peut pas suivre l'émotion et l'actualité. Voilà. Or, les contraintes, qui fixe l'agenda, ce sont les labos, et ça, c'est anormal. 2, je suis désolé, il n'y a pas d'obligation vaccinale dans la plupart des pays européens. Or, ils n'ont pas de risque épidémiologique supérieur au nôtre. Pourquoi ? Je veux qu'on me réponde à ces questions. Or, il y a de parfaits dingues dans les milieux anti-vaccins, c'est vrai. Mais par contre, je me porte garant sur quelqu'un qui est un ami d'ailleurs, comme Serge Rader, qui est tout sauf un guignol. Le professeur Joyeux, qui, je rappelle,
est l'un des plus grands professeurs de médecine que toute la communauté française aux yeux de la communauté médicale internationale, c'est pas un guignol. Les époux de Lépine, c'est pas des guignols. Allez demander aux gamins cancéreux qui ont été amputés s'ils sont pas contents d'avoir la prothèse de Lépine. D'ailleurs, je crois qu'en plus, il a refusé de toucher de l'argent dessus. Surtout que j'ai appris récemment que M. Joyeux, dont tout le monde dit qu'il est radié de l'ordre des médecins, n'est pas radié. Il a jamais été radié. Déjà, premièrement, tu ne radies pas un médecin retraité. Il est retraité. Pourtant, c'est écrit partout. Ouais, c'est écrit partout. Or, je suis désolé, les ARS, les agences régionales de santé, encore une idée à Juppé, tiens, l'œuf fêlé. Il ferait mieux de s'occuper de ce que il est à la fois fêlé et félon. Ouais, c'est vrai en plus. Or, il ferait mieux de s'occuper de ce que la Cour des comptes a trouvé à Bordeaux. C'est pas brillant, hein. Je vous renvoie au site de la Cour des comptes. Hein. De quoi ? Or, non mais, ça c'est encore une belle idée à Juppé. Ça, c'est à liquider. L'énarchie n'a pas à donner des ordres aux médecins. C'est vraiment pas le même métier. Moi, j'ai vécu avec les uns et travaillé avec les autres. Moi, je travaille avec les énarques, toute ma famille est blouse blanche. C'est pas du tout le même rapport, ni à l'autre, ni à la pensée, ni au travail. Et il est anormal que les hauts fonctionnaires orientent la politique de santé sans en référer à la fois à des gens qui ont plus de compétences, mais qui emportent la responsabilité juridique sur eux. Parce que je rappelle que la responsabilité juridique du médecin, elle pèse sur le médecin, elle pèse pas sur l'ARS. Or, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui a balancé ça. Oui, grande création du régime de Vichy, le Conseil de l'Ordre des médecins. Le Conseil de l'Ordre a toujours été une institution tout à fait particulière qui qui a souvent abusé de son pouvoir disciplinaire. Là aussi, il va falloir repenser, et je suis désolé, on retire la liberté de soins à des gens qui ont fait entre 10 et 12 ans d'études pour pouvoir exercer. Ou alors on n'a qu'à faire on n'a qu'à importer les médecins roumains, hein. Non mais, bon. Donc, sur les vaccins, le débat doit être libre, les positions des uns et des autres ne doivent pas être caricaturées, et autant il faut éviter les dingues dans les milieux anti-vaccins, autant tous les gens qui peuvent être suspects de conflits d'intérêts au profit de l'industrie pharmaceutique doivent se dénoncer eux-mêmes ou être dénoncés. Et par cela, et être écartés. Moi j'ai toujours été pour une définition stricte, radicale et prospective des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a exercé certaines responsabilités au service du bien commun, il y a un certain nombre de métiers dans le privé qui vous sont interdits à vie. Pour que vous évitiez, tant que vous êtes en poste, de donner des coups de main pour espérer après un renvoi d'ascenseur. Plus des sanctions pénales strictes. Je ne dois pas m'expliquer sur le terme strict. Bon. Mais là, c'est un chantier et nous avons besoin de juristes, à bon entendeur, pour travailler entre autres là-dessus. Alors, autre sujet brûlant et qui a également fait l'actualité récemment, la question du harcèlement sexuel. On vous demande que vous inspire le renversement de la charge de la preuve envisagé par le défenseur des droits, M. Jacques Toubon. Monsieur Jacques Toubon. La butte témoin de toutes les trahisons de la droite française. Cet homme qui, je le rappelle, était quasiment sur les positions du Front National de Jean-Marie Le Pen, en termes d'immigration, et qui aujourd'hui en est à ouvrons les bras du moment qu'ils viennent pas chez moi, a encore eu une idée. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est comme gravité le renversement de la charge de la preuve ? Ça veut dire que tout homme qui sera, ou toute femme, parce qu'il y a de plus en plus de cas de harcèlement féminin, et même de femme à homme et de femme à femme, devra prouver son innocence sur simple accusation, mais prouver qu'on est innocent, c'est très compliqué, vous savez. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, quand on n'a rien fait, de prouver qu'on n'a rien fait. C'est un système américain, en fait. Non, dans tous les systèmes qu'ils soient... nous avons un système dit inquisitorial, et eux ont un système dit accusatoire.
Mais la charge de la preuve est toujours la même. Quand vous accusez quelqu'un, c'est à vous de prouver qu'il a fait quelque chose. On ne prend pas quelqu'un au hasard et dit « prouve que tu es innocent ». Enfin si, il y a un type de régime qui faisait ça. Je pensais pas qu'on voulait vraiment y retourner. Parce que là, pour le coup, la lumière commence à baisser. Les heures les moins éclairées arrivent. Je le dis franchement. Il y avait un régime qui faisait ça. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Avec des goûts vestimentaires tout à fait folkloriques. Mais, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Or, en plus, je viens sur un point plus important. Le féminisme français a gardé, ça, un truc que je n'ai pas dit dans les initiatives, mais on va ponctuer de temps en temps les que-lire, qui auront un rythme plus ou moins grand selon nos disponibilités, avec des points doctrinaux, c'est-à-dire d'être une demi-heure sur une seule question, avec tous les... une idée de notre ami Berthaud. Excellente idée. C'est une excellente idée. Donc ça va être une émission qui va naître très vite, mais on n'a pas encore le nom, etc., mais ça va être très rapide. On reviendra en détail sur l'histoire du féminisme et l'histoire des idées. Par contre, le féminisme français est un féminisme de l'égalité, pas un féminisme de la substitution, comme le sont les féminismes de pays protestants. Avec, alors là, le prix du délire pour les pays scandinaves, les Corées du Nord du progressisme avancé, où là maintenant ça va être le contrat sexuel, c'est-à-dire on couche, tu signes, et la... Tu signes, on couche. Non, tu signes, on couche. Ah oui. Non, mais là ma latinité m'a trahi. Évidemment le féminisme américain qui en est directement issu, vu que c'est un féminisme d'essence germanique, qui lui est un féministe par la substitution, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin des hommes et nous leur coupons les attributs, nous les remplaçons. Le féminisme de l'égalité, d'ailleurs il y a un ouvrage qui va sortir là-dessus sur le féminisme du général de Gaulle. De Gaulle est l'archétype de ce type de chef d'État féministe. Alors ça choque beaucoup. Oui, ça va en surprendre plus d'un, il faut vous... Non mais, quel est l'homme politique français qui a donné le plus de droits aux femmes ? Oui, vote, contraception, égalité salariale. C'est le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle est un homme du féminisme de l'égalité. Pas du féminisme de la substitution. C'est-à-dire c'est un homme de la complémentarité. C'est pour ça que pour lui, la parité était une abjection. Parce que ça veut dire que la femme n'a pas de nature en propre, elle n'a de nature que quand elle remplace l'homme. Autrement dit, la femme est objet jusqu'à ce qu'elle prenne la place d'un mec. Si vous voulez, c'est catastrophique. C'est une pensée catastrophique. Or, le féminisme de l'égalité, lui, pense que l'égalité de droit doit être totale, et que la complémentarité des fonctions, ce qui n'induit aucunement une assignation fixiste à la fonction. Ce n'est pas parce que les femmes ont des choses différentes à apporter à tous que les hommes, qu'elles ne peuvent pas faire aussi bien que les hommes dans la plupart des sphères sociales. Mais nous n'apportons pas la même chose, sinon la différenciation ne sert à rien. Or, ce féminisme de la complémentarité, lui, illustre la diversité et ne la naturalise pas. Il prend acte de différences et il les magnifie politiquement pour qu'elles ne deviennent pas des antagonismes. Le féminisme de substitution, lui, conduit à une guerre froide, détestable, et à une haine froide, au nom de quoi ? Qui se termine comment ? Qui se termine par un pur raisonnement anti-mec, et ensuite par une misogynie de ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes, et à des sociétés de guerre froide que sont aujourd'hui les sociétés américaines, scandinaves ou germaniques, sur ces questions-là. Et surtout, ce féminisme-là, en réalité, prend la féminité pour une infirmité. Parce qu'une femme, tant qu'elle ne veut pas prendre une place que l'histoire, les habitudes, l'habitus sociologique ou autre ont conféré ou ont suggéré à des hommes, eh bien alors cette femme-là n'existe pas en elle-même. Tant qu'elle ne prend pas la place d'un mec, la femme n'est rien. C'est-à-dire qu'elle est objet jusqu'à ce qu'elle prenne la place de l'homme et qu'elle se dise « je suis indépendante, je n'ai besoin de personne ». Résultat sociologique éprouvé, solitude,
névrose, dépression. Joli tableau. Joli tableau. Or, il est un moment, il faut arriver, je ne dis pas, en plus on a caricaturé ces actrices françaises qui n'ont jamais cautionné la liberté d'emmerder les filles, qui est au passage une mauvaise éducation, mais qui vient de qui, majoritairement en France? Qui vient de Ziva, pour qui toutes les nanas sont des putes sauf leur mère. Mais ça, c'est pas et leur sœur, mais ça, c'est pas la galanterie française, qui est vue comme une infirmité par certaines historiennes féministes, et c'est surtout pas la galanterie française, ça. Ça, c'est l'abandon du rôle de père et le surmatriarcat du Maghreb. Je vous le dis franchement, hein. Bon. Or, ça se fait par l'éducation. Et ce n'est pas en disant aux petits garçons qu'ils seront des petites filles. Non mais, qu'ils seront des petites filles comme les autres, qu'on va les aider à la fois, parce que tout le monde se fout de ce que les jeunes hommes ressentent. Or, eux, dans le réel, ils vont devoir porter une famille néanmoins, et ils vont devoir être pères. Et c'est pas en leur coupant les couilles que vous allez les aider à être pères. Vous allez les aider à faire quoi? À fuir leurs responsabilités. Et résultat, laisser des nanas toutes libérées qu'elles soient, toutes seules avec des gamins, qui feront ce qu'elles peuvent. Parce que la réalité sociale, elle est là. La réalité sociale, c'est 60 à 70% des familles monoparentales, c'est une femme, un enfant. Or, famille monoparentale, premier pas vers les emmerdes pour le gamin. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Alors ça peut paraître super réac, moi j'ai jamais été pour parce que j'ai fait trop de sciences sociales pour croire à des schémas fixistes de famille. Je dis juste, au lieu de faire des débats à la con qui divisent les gens, essayez d'enfanter un projet de société. Ou alors, allez au bout de votre logique, armez des camps, et tout le monde se retrouve au terrain vague à 18h pour un cassage de gueule général. Pourquoi pas? C'est toujours mieux que par tribune interposée avec Caroline Fourest en Saint-Jean-Bouche d'Or. Toujours mieux que ça. Alors, double sujet brûlant. Vous parliez des heures les moins claires tout à l'heure, on y revient. D'abord, Maurras retiré des commémorations nationales et les fameux pamphlets antisémites de Céline que Gallimard devait republier et que Gallimard a renoncé à republier. C'est lamentable. Tout ceci est lamentable. Lamentable pourquoi? 1. Les pamphlets de Céline sont en libre accès sur Internet, point 1. Point 2, ils sont édités au Canada. Donc vous pouvez les avoir par Amazon. Donc, alors qu'il faille mettre un appareil critique, bien fait, tout comme par exemple le bouquin là va sortir pas un collectif, qu'est-ce que je raconte, une anthologie de textes de Maurras, brillamment commenté par Martin Motte, très grand penseur de la stratégie, élève de Couteau-Bégary, grand stratège de l'école de guerre, et spécialiste de l'œuvre de Maurras, et qui sera préfacé, je crois, par Jean-Christophe Buisson, mais ça c'est à vérifier. Donc, j'ai pas dit Patrick Buisson, j'ai dit Jean-Christophe Buisson. Or, parce que la prose célinienne, parce que bon, moi je ne balance pas mon porc, je me balance tout seul. J'ai lu les pages, certaines des pages lueurs de Céline là-dessus. On y reconnaît Céline dans sa méchanceté, voire dans sa médiocrité, et en même temps dans son génie. C'est Céline, ce n'est pas à prendre à part de son œuvre. Or, ce que je remarque, c'est que la gogoche, qui adore Céline pour sa prolophobie, n'a pas fait à hurler sur la réédition des pamphlets, alors que ces pamphlets sont édités à l'étranger et sont aisément trouvables, alors qu'objectivement, ces pamphlets sont tellement violents, certes, mais tellement imagés, que si vous voulez, ça ne peut pas motiver un acte réel, actuel, d'un antisémitisme qui, je suis désolé, a d'autres livres, fut-il saint. Je dois m'expliquer là-dessus? Votre avis, 80% des actes antisémites sont faits par qui? Et au nom de quoi? Au nom de Céline? La plupart ne sauraient pas le lire. Allez demander au professeur Bensoussan qui a fait cette histoire-là. Si vous voulez, l'antisémitisme célinien
Il aurait fallu demander à Mohamed Merah ce qu'il en pense, il est indisposé pour l'instant. Mais non mais franchement, en tout cas je peux vous dire, Amédée Coulibaly n'avait pas lu Bagatelle pour un massacre. Il avait lu d'autres choses. Bon. Donc, point 1. Point 2. La liberté des textes est importante. Si notre seule défense, c'est la censure, alors nous avons perdu. Tout simplement parce que Céline doit être expliquée, recontextualisée. Et moi, si vous voulez, je suis l'antithèse de Jacques Attali. Jacques Attali, qui a délaissé ses amours de friperie pour faire de la philosophie exceptionnellement, nous a dit il faut réécrire les œuvres pour qu'elles soient inclusives. Moi, je dis qu'il faut élever les hommes aux œuvres, ce qui est différent. Mais ce faisant, Jacques Attali ne fait que suivre la décision cadre du Conseil européen de 2006, comme quoi l'intégration est ce processus à double sens. Entre la société et le nouvel arrivant. Il arrive, tu plies. Ce faisant, 1, vous assimilerez personne. 2, vous allez faire ce que vous faites là, c'est-à-dire une société où tout le monde rêve d'étrangler son voisin et où la contrainte étatique empêche la guerre civile et où le lien social n'est devenu que le lien de consommation et qu'à force de faire des sous-hommes, vous espérez qu'ils ne se foutent pas sur la gueule. Ce faisant, vous reculez pour mieux sauter. Or, une vraie politique de la culture et non de la civilisation, comme le dit le camarade Philippe Forget, voudrait justement qu'on éduque les hommes à la liberté, y compris à la liberté de lire des choses mauvaises. Parce que, moi je ne suis pas libéral, donc je me permets de dire que Céline est un auteur mauvais pour la vie nationale en France. Mais c'est un grand auteur littéraire. C'est-à-dire qu'à sa manière, il fut grand. Et même à son corps défendant. Je passe sur un cas qui me préoccupe bien plus, parce que j'ai aucune affection pour l'homme Céline, je pense que vous en êtes rendu compte, qui est Maurras. Alors, on va retirer Maurras des commémorations, j'allais dire des collaborations, vous vous rendez compte ? Justement, au nom d'actes de collaboration. Alors, premièrement, je rappelle que Gallimard édite toujours Drieux-La Rochelle. Je rappelle que il y eut des gens qui furent bien plus pro-allemands que certains même collaborationnistes français, et qui ont terminé, par exemple, président je crois, premier patron du Conseil européen, le grand monsieur qui était un ancien SS. Donc, si vous voulez qu'aujourd'hui, nous frappions, alors que nous vivons dans un État occupé par des gens qui, par action ou par omission, travaillent avant tout pour la gloire de l'Allemagne, qu'on essaye d'épurer un auteur qui a été l'un des plus lucides sur le péril germanique, je trouve ça un peu fort de café. À titre de l'histoire littéraire, d'éliminer Maurras, alors que plusieurs générations d'intellectuels lui doivent tout. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a que des Maurassiens critiques, comme l'abbé Guillaume de Tanoirne, comme Axel Tisserand, comme Charles Saint-Preux, comme Frédéric Rouvillois, on peut continuer longtemps, hein. Mais le premier des Maurassiens critiques, c'était qui ? Charles de Gaulle. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces gaullistes qui pensent qu'il faut cacher certaines choses du général de peur de nuire à sa grandeur. Sa grandeur est suffisante pour ne pas avoir besoin de notre protection. Le général était un élève de Barès, était un élève de Péguy, était un précipité culturel unique, que je renvoie à Alain Larcan, De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi, qui est un ouvrage quand même épais comme ça sur le rapport de De Gaulle à la littérature et à la pensée, mais c'est avant tout un maurassien critique. Alors après on me dira, Maurras était antisémite, certes. C'est sur ce point d'ailleurs que les maurassiens ont particulièrement travaillé la critique du maître. Je rappelle que Pierre Boutan, par exemple, est un auteur révéré par plusieurs auteurs israéliens.
comme Michael Barzvi, par exemple. Pierre Boutan, qui est l'un des plus grands, qui est le plus grand disciple de Maurras. Bah. Ensuite, je rappelle que la LICA et l'Action française se sont unis à un moment pour faire éditer Mein Kampf en français. C'est la fameuse édition dont Adolf Hitler arrivera par voie de justice, comme quoi les magistrats français, dès que l'Allemagne siffle, à faire interdire. Or, c'était fait pour nous prévenir. Je rappelle également que l'Action française, que Maurras a écrit plusieurs fois, contre l'hystérie raciale des nazis. Ensuite, il y a eu un crime de Charles Maurras, qui est d'appeler à combattre la résistance, mais ça, il l'a fait non par haine biologique, dont le personnage, je pense, était incapable, mais parce qu'il préférait une injustice à un désordre, comme disait Hegel. C'est-à-dire que pour lui, la France, le peu qui restait de la France, c'était le maréchal Pétain, et donc il ne fallait pas défier l'autorité de Vichy. Ce faisant, il s'est illusionné, mais comme Pétain lui-même, sur la réalité de ce qu'il était. Néanmoins, un nombre incalculable de grands intellectuels lui doivent beaucoup de choses. Je vous renvoie à cet ouvrage qui s'appelle « Cher maître », de tous ces jeunes intellectuels qui envoyaient des lettres à Maurras, avec des noms qui, vu ce que ces hommes sont devenus, vous surprendront. Comme Jacques Lacan, par exemple. Maurrassien. Eh oui. Donc, de minorer cet homme, ce géant de l'histoire de la pensée française du XXe siècle, il faut rendre hommage à l'œuvre du grand professeur Olivier Dard, qui est en train d'exhumer le continent entier qu'est l'Action française, la géopolitique de Bainville, la critique littéraire de Daudet, les écrits théoriques d'un des maîtres des études de l'AF, Daniel Halévy. Et oui, parce que à l'AF, il fallait être politiquement catholique, mais spirituellement, soyez ce que vous voulez, c'était métaphysiquement, soyez ce que vous voulez, disait Maurras, qui, je le rappelle, les cathos disent il s'est converti sur son lit de mort, oui. Un homme sourd qui se convertit sur son lit de mort, bon, pourquoi pas. Mais je rappelle que je crois 7 ouvrages de Maurras ont été mis à l'index par le Vatican. Pour sympathie pour pas le romantisme qu'il avait en horreur, mais pour une part de paganisme, parce que c'était ses écrits grecs, disons. Maurras est fondamentalement un Méditerranéen, ce qui est une des marques des grands nationalistes français. Gobineau était un Asiatique, Barrès, comme le général de Gaulle... De Gaulle a ce génie de la phrase. Il avait dit de Barrès, c'est un oriental, au fond. Et c'était vrai. Et il avait eu cette phrase sur Maurras, il avait eu tellement raison qu'il en est devenu fou. Cet homme a fait de la prison pour ses crimes. Des hommes ont fait bien pire que lui, je pense à Lucien Rebattet, dont Gallimard a édité après-guerre Les Deux Étendards. Sans barguiller, voyez. Or, le purgatoire de cet homme est fini. Il y a bien des choses à prendre chez Maurras, évidemment beaucoup de choses ont vieilli. Mais bon, à ce rythme-là, nous sommes dans une sorte d'épuration de la culture qui, à titre personnel, me débecte, parce que qui épurera la culture des droits de l'homme pour les millions de morts qu'elle a déjà fait? Et si vous ne me croyez pas, allez demander aux Irakiens, allez demander aux Libanais, allez demander aux Libyens, allez demander aux Syriens, allez demander aux Serbes. Il faut savoir prendre l'histoire comme un bloc et prendre les hommes pour leur grandeur et pour leur petitesse. Surtout que c'est comme Barrès, vous retirez Barrès de l'histoire de la littérature, ce qu'on a fait dans les manuels littéraires. Résultat, la littérature au XXe siècle ne s'explique plus. Si vous retirez Barrès, Drieux, Maurizio de Serra avait fait un ouvrage sur les frères séparés, les 3 grands disciples de Barrès. Aragon, Malraux, Drieux. Mais on peut en rajouter d'autres. Guy Dupré, ce grand génie qui vient de mourir. Je laisse à mon ami Juan Asensio le soin d'en parler, il connaît son œuvre infiniment mieux que moi. Mais je lui dois un hommage appuyé, mais qui est infiniment moins bon que ce que Juan va faire, donc je renvoie à Juan. Guy Dupré, c'est un élève de Barrès, comme Jouandeau, comme Maulnier. Et regardez tous les élèves de Maurras.
Alors parfois même des élèves qui ont pas rendu grâce au maître, je pense à François Mitterrand particulièrement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Parce que après, ça va être quoi? On va épurer Malraux parce que Malraux était très moyennement islamophile. Après, on va épurer Claude Lévi-Strauss aussi. Claude Lévi-Strauss, qui est d'ailleurs lui d'une islamophobie arabique. Et après, on va épurer qui? On va pas épurer d'Ormesson, il n'y a rien dedans. Bon, très bien. Mais ça veut dire qu'on va faire la littérature à seuil de d'Ormesson. On va faire la culture à seuil de d'Ormesson. D'Ormesson, Gonzague, Saint-Brie. Bon, bah, ce sera sans moi. Hein. Très bien, on va finir la partie politique intérieure avec le sujet des fake news sur lesquels vous vouliez... Alors, les fake news, c'est extrêmement grave. Parce que, je suis désolé, il n'y a, on les remettra sous la vidéo, il y a toutes les études qui ont été faites, que ce soit par exemple par l'université de Stanford sur social media in 2016 elections, ou que ce soit des études, je crois que c'est dans la Journalism Review qui étaient là-dessus, il n'y a pas chez les fake si vous dites les fake news ont changé l'esprit des gens, ça veut dire que vous donnez à des partages sur Internet un pouvoir psychologique supérieur à des campagnes télévisuelles. C'est-à-dire que par hypothèse, vous niez le libre arbitre par nature. Vous donnez une information aux gens, ils s'y plient. Alors, juste un point. On a accusé 3000 comptes Facebook, attention, hein, d'avoir dépensé $100 000 de pub pour Trump au service de la Russie. Je rappelle que c'est 0,1% de ce que Facebook brasse d'argent par jour, $100 000. Par jour, hein. Je rappelle que les fake news qui ont été partagées à peu près à 7 800 000 fois, entre 7,8 millions et 8,5 millions, c'est dans l'étude de Stanford. Vous savez combien c'est par rapport à Facebook, ça? 8,5 millions de partages? C'est 0,006% de ce que Facebook fait par jour. Je rappelle que les tweets dits fake news pro-Trump, c'est 0,75% des tweets entiers de la campagne. On est dans le rien. Alors évidemment, après, on dira, oui, mais vous savez, là, on a un sondage qui dit que les Français croient. Ça y est, le taux de crédibilité de la presse remonte. Si, on a fait un sondage dans le 16e arrondissement. On dit aussi qu'il y a 10% des Français qui croient que la Terre est plate. Alors, tiens, parlons-en. Même les sondagiers ont dit que cette étude était bidon. Alors, pour que Thomas Guénolé, enfin je crois que c'est Thomas Guénolé ou c'est quelqu'un du même acabit, se dise c'est mal fait, ben, nom de Dieu, bon Dieu, faut quand même y aller. Or, ça vous a pas remarqué que ça vous a pas frappé que dans ce débat il n'y ait pas de sans opinion? C'est oui ou non? Il n'y a pas de sans opinion. Ça vous a pas marqué? Il est évident, moi je sors dans la rue, chez moi à Strasbourg, j'attrape un Alsaco avec un accent à couper au couteau, et je lui dis « Tu penses que la Terre est plate, toi ?» Et il me dit « Ah ouais, yo, la Terre est plate, yo !» Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? En plus, ça fait... Là, c'est un pur sondage de ce qu'on appelle en intelligence économique de la propagande grise. C'est-à-dire ça mêle du vrai et du faux. Par exemple, la CIA. La CIA peut-elle avoir tué Kennedy? C'est une thèse d'historien aux États-Unis. C'est pas du tout une thèse de... Alors il est vrai que le terme conspirationnisme est né contre ces gens-là. Le problème, c'est que c'est qu'il existe aux éditions Favre, grande maison d'édition suisse, un ouvrage qui s'appelle Les chefs d'État les chefs d'État, histoire des chefs d'État tués par les États-Unis. Et on parle quand même de plusieurs dizaines de noms. Alors ça veut dire quoi? Que l'Amérique a fait tuer des gens? Là il y a l'équivalent qui vient de sortir en langue anglaise sur le Mossad. Oui, les services spéciaux font parfois tuer des gens.
Pourquoi serait-il interdit a priori de se poser la question ? Alors la CIA a déjà tué des gens. Hein. Je sais que ça blesse votre petit cœur, mais j'en suis désolé. Mais les gens ont le droit de se poser ces questions. Les gens ont le droit de s'en poser. Or, je rappelle au passage que M. Macron va vouloir faire un référé contre les fake news. Je rappelle il y a une très belle étude là-dessus, il y a 2 très belles études sur les fake news, une faite par le médiologue François-Bernard Huyghe, proche de Christian Arbulot, et une autre faite par l'avocat Régis de Castelnau. Je rappelle que le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. C'est un juge de la constatation, le juge des référés. Parce que comme il doit agir très vite, il n'a pas... Vous devez lui donner des preuves évidentes. Il n'a pas à enquêter. S'il enquête, ça retourne au juge du fond. Le juge des référés ne prend que des mesures provisoires pour garantir les libertés jusqu'à ce que le juge du fond tranche des litiges. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va ? Bon. Eh bien, pardonnez-moi de dire ça, mais là, c'est un état orwellien. C'est-à-dire que le juge des référés va devenir juge de la liberté et va devenir juge de la vérité. Et ça se plaint des démocraties libérales et d'Orban. Putain ! Quand on est en plus, ce qu'est Emmanuel Macron, la plus grosse fake news de l'histoire de l'histoire de France au XXe siècle. Au fait, la loi travail crée de l'emploi, fake news ou pas ? Si on sort de l'euro, toutes les économies s'effondrent. Le Brexit, il y aura des sauterelles, et la Tamise sera rouge sang. Fake news ou pas ? Roger Paul Droit lève la patte à l'Elysée. Fake news ou non ? On sait peut-être fake news. Ils l'ont mis dans une niche à l'extérieur. Mais enfin, moi je dis ça, moi j'adore les animaux, mais lui je l'aurais fait piquer pour le coup. Alors, non mais vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a qu'une seule alternative à ça. L'éducation est l'équivalent d'un premier amendement. En dehors des diffamations, les diffamations et les attaques personnelles doivent être durement réprimées. Pour ça, par exemple, moi je suis pour la fin de l'anonymat sur Internet. Les gens n'ont pas le droit de cracher, de détruire vos vies à distance. Surtout caché en plus. Oui, moi je peux en parler personnellement, vu que il y a, je m'en suis jamais expliqué, j'en profite là, il y a un site qui usurpe mon nom, qui est d'un monsieur dont je vous promets de rendre son nom public au prochain entretien, qui habite un petit endroit qui s'appelle Ravoire, un truc comme ça, et qui est un ancien proche d'Alain de Benoît. Et qui a usurpé mon nom pour faire un site pour m'attaquer. Je vais rendre son nom public là, bientôt. Et si vous voulez, ça doit se payer. Des attaques sur votre famille, sur vos parents, sur vos enfants, ça doit se payer. Mais ça doit être renforcé dans l'arsenal légal. Mais tout ce qui est politique, il faut faire confiance aux gens et au système éducatif. Et là, nous revenons sur notre question précédente.